Bien, maintenant nous allons passer à la dernière partie de cette séance, qui est la remise des prix et médailles. Et je vais appeler Claude Roche et celui qui remplace, et M. Andy Bradford qui l'a remplacé. Excusez-moi, qui remplace, excusez-moi, Della Strong étant, je crois, en Chine, il ne peut pas être avec nous, mais excusez-moi de cette absence. Bon, donc, je te laisse la parole. Okay. So, Andy, welcome. And thank you for coming. I know you don't know French, but I will explain you later on what I said. Okay? Madame la Présidente, chère Anne-Marie, Mesdames, Messieurs, chers amis, Andy Bradford donc, représente aujourd'hui David Armstrong, qui n'a pas venir. Dave Armstrong poursuit une carrière absolument remarquable qu'il a commencé il y a un certain nombre d'années, d'ailleurs à la fois toujours à MBDA et maintenant il a été récemment nommé directeur international des avions de British Aerospace Systems. Alors c'est pour vous dire qu'il a une activité d'export incroyable et qu'il est actuellement au Moyen-Orient pour vendre des avions. Ça lui change un peu du missile Météore qu'il a eu, je dirais, l'avantage pour nous de diriger avec Andy. Andy est particulièrement, naturellement, celui qui doit lui servir d'intermédiaire. Il était son adjoint pour le programme. Et il a aussi une carrière remarquable puisqu'il est maintenant directeur de la fabrication de MBDA UK. Après avoir développé Météore sous la direction de Dave, maintenant il le fabrique ainsi que les autres équipements fabriqués chez les Britanniques. On voit que c'est un programme européen. Il s'agit, que ce soit Andy ou Dave, de deux Écossais, donc européens et par ailleurs britanniques, ce dont je les félicite. Quand il fait donc Météore, c'est un missile remarquable et c'est vraiment le missile RR le plus performant de la défense occidentale. Il y a un critère, c'est le critère de base de ces missiles RR, c'est ce qu'on appelle la No Escape Zone. En français, la zone dont on ne peut s'échapper. C'est la zone telle que tout avion de combat hostile qui s'y trouverait n'aurait aucune chance de s'en sortir. Eh bien, figurez-vous que la No Escape Zone de Météore a une dimension de 140 km. Vous vous rendez compte? Vous êtes à 140 km, l'avion ne s'en sort pas. Alors que les Américains, ils arrivent à 3 fois moins de distance, donc on est largement supérieur et plus efficace que même les Américains. Alors, dans notre jeunesse, on parlait de combat tournoyant entre les avions RR. On en est très loin maintenant. Vous remarquez, 140 km, c'est plus tellement tournoyant. Mais ça implique énormément de choses. Ça implique en particulier que la course n'est plus à l'efficacité des porteurs, c'est l'efficacité des missiles. Quand vous avez un avion, même furtif, qui coûte très cher et qui a un missile qui a une portée, une No Escape de 40 km contre un avion qui est un peu moins furtif et qui a une portée de 140 km, c'est l'avion qui a 140 km de portée avec son missile qui gagne. Donc la furtivité perd de plus en plus son importance grâce à ce genre d'armement. Alors pourquoi il arrive à ces telles performances? Eh bien c'est une propulsion aérobie par statoréacteur, une technologie d'ailleurs dans laquelle nous avons une avance très, très forte par rapport à d'autres pays, les Russes aussi, mais nous pas mal. Le statoréacteur, il a donc, c'est un propulseur solide, celui-là, dopé au bord, qui lui permet une vitesse de 800 mètres par seconde en moyenne, et surtout beaucoup plus constante et pendant plus longtemps, évidemment. C'est comme ça qu'on atteint cette distance. Alors, plus toutes les autres capacités qu'on demande, tir sur rail, en éjection, désignation d'objectifs rafraîchissables par liaison de données, guidage inertiel, radar, mise à feu par impact proximité, contre-mesure, etc.
Alors c'est un missile européen, et c'est important. La maîtrise d'œuvre, donc MBDA, société franco-britannico-italienne, et pour la sous-traitance, la France avec Thales, l'Allemagne Bayer Chemie, TDF, ITEF, la Suède Saab, etc. C'est vraiment particulièrement européen. Les succès, il est intégré à chacun des chasseurs européens, les trois, le Rafale, le Typhoon, le Gripen, qualification en 2016 et une pleine cadence de production actuellement. Donc c'est totalement opérationnel et à l'export, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Égypte, Inde et même le Japon. Et pourtant le Japon, avec la proximité des États-Unis, il nous en achète pas mal. Et je voudrais terminer par ce que j'appelle moi le plus grand succès, mais à long terme. Et ça c'est extrêmement important pour notre stratégie. Quand je dis notre stratégie, c'est notre stratégie européenne, et pas seulement française évidemment. Ça sera l'intégration des missiles à l'avion de combat, figurez-vous, F-35. Le fameux F-35 qui commence à se vendre partout dans le monde, y compris en Europe d'ailleurs, à des pays qui auraient pu acheter français quand même, ou européens, mais en tout cas européens. Eh bien, le Royaume-Uni, qui a acheté les F-35 aux Américains, eh bien, ils veulent intégrer le missile Météor au F-35, ce qui est tout à fait naturel, mais ça, c'est excellent au second degré, parce que le F-35, c'est non seulement un avion, mais aussi un système. Quand vous avez à tirer un avion à 140 km, c'est pas vous qui détectez l'avion, c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre avion, c'est un drone, c'est des gens au sol, il y a des systèmes de commandement, des liaisons, etc. Et donc il y a un système. Le système F-35, qui est développé autour du F-35, est américain, complètement contrôlé par les Américains. Et lorsque on opère en coalition, eh bien, ce sera les Américains qui contrôleront l'ensemble. De notre côté, le Météor, évidemment, eh bien, il appliquera un système européen du même type, forcément. Et avec encore plus que les Américains, puisque notre portée à nous est 140 km. Et donc, l'utilisation du Météor par le F-35 grâce aux Britanniques entraînera automatiquement une coopération entre les deux systèmes, une coopération entre les Américains et les Européens, à la fois au plan opératif et industriel. Il force donc de fait cette coopération, ce dont je pense nous avons bien besoin aujourd'hui, avec la nouvelle politique américaine qui semble se dessiner aujourd'hui. Vous voyez la qualité et l'importance de ce programme. Alors, c'est bien Dave, en fait, et des bandits, à qui revient une grande partie du mérite, avec une bonne organisation et une bonne stratégie à MBDA, évidemment, et les personnels internationaux qu'ils ont gérés de manière cohérente. Ils ont aussi très bien géré les difficultés du programme, tout à fait nouveau techniquement, mais comme on dit en français, successful. Bravo à Dave et Orlandi, et thank you very much, and tell Dave is great and deserve the medal. J'appelle le récipiendaire des médailles simples. J'ai nommé Valérie Touraine, Andreas Volz-Thomas et Alain Hochkamp pour la présentation. J'ai le plaisir de présenter les récipiendaires de la médaille pour le système Yagos, avec Valérie Touré et Andreas Volz-Thomas, qui en fait représentent également plusieurs équipes.
Alors le système IAGOS, c'est une infrastructure de recherche européenne qui consiste à observer avec des mesures à bord des avions commerciaux la composition atmosphérique. Et donc je vais d'abord présenter rapidement Valérie Touré est chercheur au laboratoire d'aérologie à Toulouse, physicienne à l'Observatoire Midi-Pyrénées, et elle a soutenu sa thèse sous direction d'Alain Marinko, qui est présent dans la salle et que donc je salue également, et qui était le créateur du programme Mosaïque, précurseur de IAGOS. Donc Valérie est spécialiste de chimie troposphérique et de la qualité de l'air, et ses travaux portent sur l'étude de variations spatiales et temporelles de l'ozone troposphérique et de toutes les espèces chimiques intervenant dans sa formation et sa destruction. Également, elle est coordinatrice de l'équipe française IAGOS qui héberge la base de données centrale de cette infrastructure européenne et également la station de réception de données. Andreas Postumas est chercheur au centre de recherche de Lüttich en Allemagne. Il a obtenu son doctorat en chimie physique à l'Université de Bonn et ses travaux ont porté sur le développement d'instruments de mesure de la composition chimique de l'atmosphère, la chimie des radicaux libres et des oxydes d'azote, et il a été coordinateur de l'infrastructure de recherche européenne qui fait l'objet de cette proposition. Donc, comme je l'ai dit, ça consiste à observer la composition atmosphérique à partir d'instruments mis à bord d'avions Airbus A330 et A340 en exploitation commerciale. Donc ça permet d'obtenir un nombre important de mesures de gaz réactifs, l'ozone, le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, également maintenant des gaz à effet de serre comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane, des aérosols et des particules nuageuses. Donc en utilisant des avions commerciaux, ça permet dans cette région critique pour le changement climatique de la haute troposphère et basse stratosphère, à l'interface entre les deux couches de l'atmosphère, d'observer des mesures régulières, alors que cette région est très difficilement accessible par satellite. Et surtout que comme on a des gradients verticaux importants constituant dans ces régions, les mesures par satellite n'arrivent pas à reproduire toute cette variabilité. Également, c'est difficile de faire d'observation à partir d'instruments au sol. Donc, alors également, au cours des décollages et atterrissages des avions, on parcourt toutes les altitudes depuis le sol jusqu'à la tropopause, jusqu'à l'altitude de croisière, et donc ça permet d'avoir des profils verticaux de ces constituants qui aide à améliorer la prévision de la qualité de l'air et à valider les modèles numériques de chimie de transport et de climat. Également, aide à valider les observations satellitaires. Et ces données, maintenant, de IAGOS sont exploitées par un grand nombre de scientifiques dans le monde, également par tous les centres opérationnels de prévision de la qualité de l'air. Donc, comme je l'ai dit, le système IAGOS tire son origine du projet Mosaïque, qui avait démarré en 1993 sous la coordination d'Alain Marinko, et qui d'ailleurs l'Académie de l'air et de l'espace avait à l'époque en 1996 récompensé Alain Marinko par une médaille d'argent pour ce projet Mosaïque. Alors le projet IAGOS est maintenant à passer à une échelle supérieure. Il y avait, je crois, 100 avions avec quelques constituants mesurés au temps de IAGOS. Maintenant on est à au moins 10 et on va aller vers 20 avions avec beaucoup plus de constituants mesurés. Également, l'autre défi technique nouveau pour IAGOS, c'est de transmettre des données le plus rapidement possible pour les rendre utilisables pour des données opérationnelles avec, on vise à terme, alors je crois que c'est en démonstration, de pouvoir transmettre les données en 3 heures pour faire vraiment de la simulation de données dans les modèles. Et donc ça, c'est vraiment une avancée importante. Et également, je dois signaler qu'il y a maintenant un nombre important de compagnies qui participent au programme, Air France, Lufthansa, China Airlines, Iberia, Cathay Pacific, Hawaiian Airlines et bientôt Finnair. Alors, toutes ces données sont maintenant dans des bases de données utilisées par les scientifiques dans le monde, avec un nombre très considérable de publications scientifiques. Alors, je vais juste citer des publications récentes par Cohen et collaborateurs, qui a réanalysé les données sur les périodes depuis 1995 et
pour montrer des tendances significatives sur le monoxyde de carbone et sur l'ozone dans la haute troposphère et dans cette région extrêmement sensible. Et donc je pense que tous ces résultats sont encore en cours d'interprétation. Et donc je vous félicite pour ces travaux. Congratulations. Pour la médaille suivante, j'appelle Catherine Jude et Jean-Paul Croadec. Chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Jude, à qui l'Académie a décidé cette année d'attribuer une médaille pour son action à la direction du Centre de contrôle opérationnel d'Air France. Alors il nous faut d'abord expliquer ce qu'est le centre de contrôle opérationnel d'une grande compagnie aérienne. Cet outil de suivi en temps réel des opérations des vols vise à gérer le quotidien de nombreuses fonctions. La préparation des vols, l'assistance en vol, la régulation des vols prenant en compte la dimension commerciale et l'ensemble des contraintes, la relation avec la maintenance, l'accompagnement commercial des clients impactés et aussi une cellule de veille des médias. Il s'agit aussi de gérer les aléas et les crises majeures en lien avec la direction et les services de la compagnie, les aéroports et les services de navigation aérienne. Pour une compagnie dont le réseau recouvre tous les continents, ces aléas et ces crises sont permanents et concernent aussi bien les problèmes météo de toutes sortes, neige, vent fort, orage, etc., cyclones, les indisponibilités des équipages, les pannes des avions, les restrictions d'accès aux espaces aériens et aux aéroports, pour diverses raisons, les crises politiques et sanitaires, etc. C'est donc avec une équipe de 600 experts représentant les différents départements de la compagnie, la maintenance, la production pilote, les pilotes, les personnels navigants commerciaux, les escales, la préparation et le suivi des vols, le cargo, etc., qui suit 24 heures sur 24 l'ensemble des vols d'Air France dans le monde entier, gère les irrégularités et les crises causées par les différents aléas, avec la mission de limiter leur impact sur les opérations, les clients et l'économie de la compagnie, et tout ça dans le respect des règles de sécurité et de sûreté. Cet outil joue donc un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien d'une compagnie aérienne. Catherine Jude a exercé la fonction de responsable du Centre de contrôle des opérations de 2006 à 2012, puis de directrice du contrôle des opérations depuis le 1er janvier 2013. Pendant ces 12 années, passée à la tête du contrôle des opérations, Catherine Jude a fait profondément évoluer le centre de contrôle en s'inspirant des meilleurs dans ce domaine. Elle a notamment mené un important projet de re-engineering, de la préparation et de l'assistance des vols, à travers la refonte du métier de dispatcher, de l'organisation du travail et des systèmes d'information. Projet qui se poursuit aujourd'hui pour adapter le service aux équipages en intégrant l'apport de la connectivité à bord. Elle a également œuvré pour développer et améliorer la prise en compte de la dimension économique dans les choix opérationnels du centre de contrôle, grâce à la mise place d'outils d'aide à la décision puissants, ainsi que pour améliorer
la gestion des situations perturbées et le retour au programme initial. Au fil des années, le centre de contrôle s'est enrichi de nouvelles fonctions qui en font un des ensembles de contrôle des opérations les plus intégrés du monde et, pour Air France, un outil incontournable et reconnu du pilotage, de coordination et de décision pour toute l'activité opérationnelle. Le centre de contrôle s'impose notamment lors de la gestion de situations fortement perturbées, d'exploitation en région parisienne, et le travail mené depuis une dizaine d'années avec les partenaires de la navigation aérienne et d'aéroports de Paris dans le cadre du CDM, je veux dire Collaborative Decision Making, a également contribué à améliorer la résistance des aéroports de Charles de Gaulle et d'Orly à ce type d'événement. Catherine Jules a positionné le centre de contrôle comme pivot du management transverse de la performance opérationnelle de la compagnie, notamment la ponctualité des vols, et a été la cheville ouvrière du projet de ponctualité qui a refondu l'approche de la performance opérationnelle dans l'entreprise. Catherine Jules assume la responsabilité, outre du centre de contrôle, de l'organisation de la gestion de crise d'Air France et de la préparation de la compagnie à la crise. Elle a été personnellement en première ligne de la gestion d'un nombre important de crises touchant Air France, l'accident du Rio-Paris, les crises météo, sociales, géopolitiques, les attaques terroristes, le fameux volcan irlandais, etc. Au fil des retours d'expérience, de nombreuses améliorations ont été apportées au dispositif et un nouveau centre de crise ou fonctionnalité intégrée et modernisée sera inauguré la semaine prochaine à proximité du centre de contrôle. Un rôle et des responsabilités que l'Académie a souhaité reconnaître aujourd'hui en attribuant à Catherine Jules cette médaille. Un petit mot pour remercier l'Académie de cet honneur qu'elle me fait aujourd'hui. Je suis vraiment très touchée de cette distinction. Je voudrais y associer toute mon équipe parce que cette construction du CCO ainsi que la gestion au quotidien, c'est évidemment pas moi seule qui le fait. Et donc c'est toute une équipe et une partie d'entre elles s'est déplacée aujourd'hui. Et c'est votre médaille aussi, merci. Et puis je voudrais remercier également mes amis et ma famille parce que diriger le centre de contrôle des opérations d'Air France, c'est pas de tout repos, il y a beaucoup de contraintes et bien souvent la famille vit au rythme des problèmes qu'il y a sur les avions d'Air France. Donc voilà, merci Paul et merci Tom particulièrement. Merci. J'appelle maintenant Jean-Marc Chariton et Jean-Claude Chaussonnet. Je suis particulièrement heureux d'accueillir parmi nous Jean-Marc Chariton, qui est président du groupe LOAC, qui est un groupe familial qu'il a fondé voici 43 ans et qui est devenu en cours de temps un des partenaires des grands avionneurs, mais aussi équipementiers, grands de l'aérostructure et auxquels ils livrent des ensembles aérostructures. Bon, c'est une remarquable aventure industrielle, et je pense qu'elle est un peu particulière par rapport au profil que nous avons vu précédemment, mais c'est un entrepreneur d'intérêt, et je voulais évoquer ici son parcours. Son bac en proche, c'est un stage dans l'établissement de Dassault Aviation à Biarritz, qui a probablement éveillé ou conforté la fibre grand entrepreneur qu'il avait, et qu'il a insisté à se lancer dans l'industrie aéronautique. En effet, en mars 1975, à l'âge de 22 ans, vous fondez sous le nom d'Escoulanac, au Pays Basque, une première société
qui va livrer des ensembles à Dassault Aviation, des ensembles de chaudronnement. Cette première société sera suivie en 1989 par la création successivement de 3 autres sociétés spécialisées, l'une dans la tôlerie industrielle, la seconde dans la fabrication d'échangeurs thermiques, la troisième dans la fabrication de réservoirs carburants, tout ça pour la Dassault Aviation à nouveau. Pour couronner le tout, vous créez en 1999 la société LOAC, en charge de la coordination de l'ensemble, dont votre groupe portera désormais le nom. Puis, pour renforcer la compétitivité de l'ensemble, vous installez en 2003 au Portugal une importante unité d'aérostructure, LOAC Portuguesa, suivie 2 ans plus tard par une autre usine d'aérostructure à Asparema, aux Pays-Bas, bien entendu. 30 ans se sont écoulés depuis la création du premier atelier de chaudronnerie et le groupe a déjà atteint une dimension respectable. Mais celle-ci n'est pour vous qu'une étape. À partir de 2010, vous accélérez encore par croissance externe le développement du groupe. Vous mettez alors en œuvre une politique d'acquisition ciblée, répondant à votre stratégie d'intégration verticale qui vous permet d'accéder à une technologie dont vous ne disposez pas encore en interne et vous permet de maîtriser ainsi l'ensemble des procédés de fabrication nécessaires dans le domaine des aérostructures. Cette nouvelle étape franchie, votre réflexion se porte alors sur le développement du groupe à l'international. Un premier pas vient d'être fait. Il se concrétise par l'acquisition en 2018, cette année-ci donc, de la fabrication des conduits et tuyauteries du groupe Bombardier. Cette nouvelle implantation au Canada est un pas significatif vers une extension possible et prometteuse des activités du groupe sur le continent nord-américain. C'est un nouveau défi, mais vous êtes accoutumés au défi, et cela relevé. L'essor remarquable de l'OAC conforte la pertinence de la stratégie pragmatique que vous avez conduite. Elle illustre aussi le dynamisme que vous avez su transmettre à vos équipes, et aussi le bien fondé des valeurs, d'éthique, d'engagement, d'adaptation, de réactivité, ce que vous appelez l'agilité, que vous avez promis au sein de votre groupe. Jean-Marc Charicon, c'est donc pour honorer cet exceptionnel parcours, la belle réussite de vos équipes et de celle du groupe LOAC que vous avez créé, que vous avez su développer pour en faire actuellement un groupe de 1700 personnes au service des programmes aéronautiques que l'Académie est heureuse de vous remettre sa médaille en 2010.